Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Coup de tonnerre, le président du Cameroun, Amadou Ahidjo, annonce sa démission le 4 novembre 1982 à 20h20 et désigne Paul Biya, son successeur constitutionnel, pour le remplacer, selon la loi fondamentale du 2 juin 1972. Amadou Ahidjo annonce sans détour aux Camerounais que cette décision prendra effet dans 2 jours, c'est-à-dire le 6 novembre 1982. Un séisme de forte magnitude vient de s'abattre sur le Cameroun et le pays est subitement gagné par l'incertitude et le doute. L'incertitude quant au sort futur du pays. Le doute quant à la volonté réelle de démission d'Amadou Ahidjo, tant ce dernier règne sans partage sur le pays depuis son accession à la souveraineté internationale et même un peu avant. Rentré au Cameroun après un court séjour privé en France, médical selon certains, Amadou Ahidjo semble avoir déjà pris sa décision. Et pour l'accueillir à sa descente d'avion, 2 hommes seulement. Le secrétaire général à la présidence de la République, Samuel Eboa, et le Premier ministre, Paul Biya. Quelques instants après, Amadou Ahidjo convoque son Premier ministre pour lui faire part de sa volonté de lui confier les rênes du navire Cameroun. Après un moment d'hésitation, Paul Biya accepte malgré lui, malgré les réticences de Germaine Ahidjo. En mai 1983, alors qu'il se trouve en France pour un autre repos médical, Amadou Ahidjo reçoit un émissaire de Yaoundé, porteur d'un message de Paul Biya, qui lui rappelle ici une promesse, à savoir lui remettre également la présidence de l'Union nationale camerounaise, l'UNC, le parti unique. C'était le point de départ d'une brouille entre les 2 hommes. La tentative d'assassinat en août 1983, lors de la finale Canon-Union, et le coup d'État manqué d'avril 1984 viendront marquer la rupture totale entre les 2 hommes. Depuis lors, Paul Biya est le seul maître, le seul capitaine, à bord du bateau, avec pour concept rigueur et moralisation. Un appareil politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, né en mars 1985 à Bamenda. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information. Présentée par Cédric Nouffelé, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. « 4 novembre 1982, l'espoir est-il devenu désillusion ?» Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir des gens qui ont... Ça faisait sourire Edouard Fauchivé, des gens qui ont vécu ces moments-là. Bonsoir, docteur Fauchivé, bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les copanélistes et bonsoir à tous les millions de téléspectateurs qui sont scotchés pour nous suivre ce soir afin de dire ouvertement aux Camerounais ce que le renouveau a apporté de positif et pourquoi ne pas entrer dans les critiques pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Aujourd'hui, je pense que quand on arrive à 39 ans, on devient aujourd'hui plus que jamais majeur, conscient de ce qu'on peut faire et nous pouvons d'entrée de jeu dire que 39 ans de règne a apporté du bonheur aux Camerounais et nous allons essayer d'apporter notre contribution. Je profite donc pour dire à tous nos camarades militants du RDPC de fêter avec beaucoup de réserve, surtout en cette période de retour de la pandémie, et bien entendu de ne pas utiliser ce moment intense pour provoquer, mais réfléchir pour poser encore les bases d'une année de victoire et d'autres années encore. Je reste avec vous 1 minute. J'ai posé cette même question hier à un de vos camarades. Pourquoi le 6 novembre semble être la fête des militants de RDPC de manière exclusive? Pourquoi vous en faites
une fête. Non, ce n'est pas une fête, c'est que, bon, si vous voulez, vous savez, bon, les Camerounais ont l'habitude de parler de fête. Le 6 novembre est ce jour où... Vous les avez appelés tantôt à la tempérance, il n'y a pas... Oui, c'est-à-dire que quand on dit de fêter, c'est pour ça qu'au lieu de... et je parle de beaucoup de tempérance parce que avec le retour du Covid, il faut comprendre que on a beaucoup plus à réfléchir aujourd'hui. Le 6 novembre est pour nous l'arrivée d'un homme avec l'espoir. Et nous pensons que nous qui avons vécu ça, puisque j'étais à l'université, nous qui avons vécu ce 6 novembre, je crois qu'aucun Camerounais n'a pas craché sur la bienvenue de ce grand homme. Et c'est pour ça que le 6 représente pour nous l'arrivée d'un homme et là où tous les espoirs étaient. Voilà, vous allez en parler tout à l'heure. Dr. Marc-Anthony, you're welcome. Thank you very much, Mr. Sechelen, for the opportunity. You see, it is necessary for us to understand that Cameroon has gone through a very hard period. I'm speaking from the fact that realizing that Cameroon was in the hands and on the path to progress and development, it becomes unfortunate that an individual whom everybody hoped that is going to carry Cameroon to heights beyond measure came up, and from the day of his accession, this is about 39 years today, and the nation is actually at the moment drowning, which we were not expecting that should happen. And so in our discussions today, we are going to be discussing and criticizing as well as appreciating what has been happening along the period of time and where he failed and where he has succeeded. Voilà. Thank you. À côté de vous, Christian Massoma, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain Retour. Depuis 2012, est-ce que au niveau du MRC, vous, je veux dire, fêtez, entre guillemets, le 6 novembre? Ça vous rappelle quoi, le 6 novembre? Parce que RDPC, il a fait. Il a dit... Vous avez vous-même dit ils fêtent le 6 novembre comme étant l'accession au pouvoir de leur homme providentiel, c'est-à-dire le président Biya. Je pense que nous n'allons pas avoir une telle déclinaison parce que lorsque nous voyons ou nous observons l'état dans lequel se trouve notre pays aujourd'hui et depuis bientôt 39 ans, pratiquement sans discontinuer, je pense qu'il est très très difficile pour les Camerounais d'imaginer qu'on puisse continuer à célébrer l'accession au pouvoir du président de la République. Moi je voudrais dire d'entrée de jeu que j'étais très jeune. Moi, je le confesse, j'étais à l'école primaire au cours moyen 2. Mais l'onde de choc que l'accession de M. Biya avait provoqué avait retenti jusqu'au cours moyen 2 et les élèves l'avaient ressenti. Vous allez raconter votre expérience, regardez ça tout à l'heure. Voilà. C'est d'abord les civilités. Hein. Vous nous raconter on a beaucoup de choses à dire de toute façon. Exactement. Begeni avec bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Serge Alain Retour, bonsoir à mes copanélistes. Permettez-moi de dire mes condoléances à mon petit cousin qui a perdu son fils, Budias Akoul Ambassa, et à un aîné de la famille Bol Amabeb, dont la veillée aura lieu, je ne pourrai pas y être, lieu dans quelques jours. Quand je l'ai dit, je dirais... Moi, je venais de commencer au chemin de fer. Il y avait 2 ans. Ok. Non, permettez. Voilà. Celui qui a lancé la bouteille à la mer, c'est Christian Massou. Vous allez raconter la vôtre tout à l'heure. Christian Lésidon, le 4 novembre 1982. Je disais des yeux de jeunes élèves naïfs, mais très assidus déjà à l'école. Nous avons ressenti, que ce soit dans nos maisonnées ou dans nos maisons, à travers les réactions des parents ou à travers les réactions des maîtres d'école, qu'il y avait quelque chose qui se passait. La preuve, les élèves jubilés, nous sommes montés sur des tables pour décrire un moment que nous ne maîtrisions pas encore véritablement, mais qui symbolisait pour beaucoup des adultes un moment d'espoir. Quand je le dis pour que les Camerounais comprennent combien l'arrivée de M. Biya au pouvoir a suscité de l'espoir. Force est de constater 39 ans après que cet espoir s'est traduit en désespoir total, en consternation et en chaos.
c'est terrible de le dire, d'imaginer qu'un monsieur qui a suscité, dont l'arrivée au pouvoir a suscité autant d'espoir, voire même de l'espérance, ne puisse pas comprendre des années après ce que son peuple attendait de lui. Et que nous soyons dans une situation où un pays prospère sur le plan économique. D'ailleurs, les symboles de l'époque le traduisent à souhait, c'est-à-dire nous avions la Cameroun Airlines, nous avions les Méridiennes BAO, les banques étaient extrêmement prospères, nous avons UKO, nous avons l'ONCPB. Il y avait un tissu économique qui permettait au Cameroun de s'arrimer véritablement dans, sur le chemin de la modernité. Et le président est arrivé avec son discours de rigueur et de moralisation. Et ce discours a permis à beaucoup de Camerounais, y compris ceux de la diaspora. D'ailleurs, quand vous suivez le parcours du président Maurice Kamto, il est clair que l'arrivée de M. Biya au pouvoir... donc, M. Biya est le président Kamto. Ah mais dis donc, collision d'abord. Non. Monsieur Fossivé, je pense que j'ai utilisé le vocable président Biya ici devant. Non, je l'ai déjà utilisé. Je l'ai utilisé, mais vous n'allez pas me faire un procès d'intention parce que je sais ce que j'ai exactement envie de dire. Et je pense que le RDPC ne va pas me distraire ce soir. Donc je disais que, y compris le président Maurice Kamto a décidé de revenir au pays parce qu'il pensait qu'il était grand temps de servir son pays avec cet homme nouveau et cet homme qui présentait un projet de société qui était novateur et qui était porté vers la modernité. Regardez ce que notre pays est devenu aujourd'hui, M. Sajalaoto. Regardez ce que M. Biya a fait de ce pays. Et c'est ça le contraste, et c'est ça qui généralement désole les Camerounais. Nos amis du RDPC ne peuvent pas continuer à faire preuve de cécité politique, ne peuvent pas vivre dans un pays tout en étant dans le cosmos. Parce que nous vivons ici et nous percevons ces réalités au quotidien. Donc quand vous avez hérité d'un pays comme ça, parce que comme le président Aïdjo lui-même l'a dit dans son discours, il lègue un pays prospère. Donc, quand vous avez hérité d'un pays comme ça, je pense que vous avez pour obligation, même morale, en termes d'héritage, de faire prospérer un tel legs. Quel est le constat que nous tirons aujourd'hui? C'est que malheureusement, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs et que le pays est véritablement en lambeaux aujourd'hui. Voilà. Et donc, Fossivé, vous parliez vous étiez à l'université à l'époque. J'étais à l'université, nous avons vécu l'arrivée de ce grand homme. Nous avons d'abord paniqué à l'annonce de la démission. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifiait la panique? Vous savez, l'incarnation, l'homme Aïdjo avait été l'homme du pouvoir. Et à cette époque, rien que prononcer le nom du président Amadou Aïdjo faisait trembler. On veut comprendre pourquoi le nom Aïdjo faisait trembler. C'était l'incarnation du pouvoir, c'est ce que je dis. C'est qu'il incarnait le pouvoir. Et les gens ne croyaient pas qu'il cédait le pouvoir. Mais les étudiants ne pouvaient pas imaginer parce que je vais vous dire quelque chose. Nous sortons en 80, nous faisons une grève qui a suscité le retour du président Amadou Aïdjo. Et voici ce qu'il va nous dire. L'ordre régnera par tous les moyens. Le lendemain, le campus était plein. Personne n'est venu, c'est-à-dire qu'il a dit l'ordre régnera par tous les moyens. Le lendemain, on ne disait pas à un étudiant d'aller, mais les salles, les amphis étaient complètement... C'est-à-dire qu'il n'y avait personne qui était en retard. Si on avait fait l'appel ce jour, c'était full. Donc c'était ce genre d'homme du pouvoir. Et donc, ce pouvoir, et derrière ce pouvoir, maintenant, il y avait la peur. La peur. Quand l'homme sortait, il y avait ce côté panique. Et c'est pour ça que, quand on a fait ce ramassis et que lui-même annonce sa démission, la première des choses pour nous qui étions déjà réfléchis, c'est que nous pensions qu'il y avait les armes derrière lui et que c'était un coup d'État. Voilà pourquoi il y avait panique. Et donc, un jour passé, et nous nous sommes rendus effectivement compte qu'il n'y avait pas l'armée dans les rues, et n'oubliez pas là où Ngouakele est situé, le quartier général juste à côté, on s'est rendu compte que la mobilité était telle que on pouvait vaquer à nos occupations. Docteur Fossivé, je veux que vous rappeliez comme ça nos millions de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, ces deux petites anecdotes, c'est-à-dire vous décidez d'aller
chez votre oncle à Bastos, vous allez dire qui est cet oncle, et aussi cette image du président de la République qui sort du palais de Verdun-Guaykele avec un groupe d'étudiants. Vous étiez avec un autre grand homme, voilà. Un grand homme d'État. Et c'est-à-dire, donc nous courions, moi j'ai pris la direction Bastos, parce que Vous sortez du campus. Du campus, et je courais en direction de Bastos, parce que mon oncle, père son âme, le sultan roi de Bamou, qui est dans la félicité éternelle aujourd'hui, était donc à Yaoundé, et et chacun essayait d'aller là où on pouvait le protéger. Trouver refuge. Et donc voilà comment on se retrouvait donc chez lui. Donc vous imaginez Guaykele Bastos à pied. Oui. Donc, et arrivé, on n'a même pas ressenti la douleur, mais l'essentiel était d'arriver, de trouver dans une zone de sécurité. Et donc un jour passé, nous sommes revenus au campus, et le 6, le matin, très tôt, nous nous sommes dit, avec quelques étudiants, je peux Mataga, il est aujourd'hui à Chanas, et nous avons Chi Azafor, qui est secrétaire général du bilinguisme, Chi Azafor. Mes frères, ils sont nombreux. Nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas aller à l'Assemblée nationale? Nous sommes montés à pied à l'Assemblée nationale et nous avons formé notre ligne. De telle sorte qu'après la prestation de serment, quand le président passait, nous avons crié, nous sommes des étudiants de Guaykele, il s'est arrêté. Cet espoir, cette image montre effectivement que, c'est pour ça que je dis, l'accompagner c'était quelque chose. Et nous avons pris ensemble, et je peux vous dire que lors de la descente vers le monument, nous avons rencontré un grand homme, Marafa Amin Yaya, qui était aussi, nous avons essayé d'écarter le protocole d'État et nous descendions comme si c'était nous qui étions du protocole, lui dans sa Mercedes et nous donc à côté cet espoir. Disons que c'était, on avait transformé la peur maintenant en quelque chose de gain, et puis on voyait un nouveau président. C'est vers le monument qu'on nous a dit, bon, ça va, vous pouvez rentrer, et puis donc voilà. Et vous voyez, donc cet élan de voir un homme arriver nous a donné l'espoir, et ça nous a dit, nous pouvons y aller. Parce qu'on a vécu, je vous ai dit, en 80, ce discours où l'homme, comme nous l'appelions, le terrible, quand il a dit l'ordre régnera par tous les moyens, c'était la panique. Vous voyez, converti maintenant, avec la démission, nous nous sommes dit quelque chose se passait au Cameroun. Donc, et lorsque j'ai planté ces décors, nous nous sommes dit, c'est pour ça que le 24 avril 2003, il y a eu dans ce problème, vous l'avez d'ailleurs signalé lors de votre présentation, il y a eu ce problème de bicéphalisme au niveau de la tête de l'État. 83. Oui. Et les mêmes étudiants, nous qui étions à l'Assemblée nationale, dans la cour de l'Assemblée nationale, nous nous sommes réunis pour dire, on ne peut pas. On ne peut pas accepter qu'il y ait donc ce bicéphalisme. C'est-à-dire qu'il y a un président de l'autre côté, et ça, nous sentons déjà arriver donc quelque chose. Nous avons fait la première marche des étudiants pour porter le président de la République. Et si vous voyez, si vous rentrez dans vos recherches, vous allez voir que les informations de 13 heures s'ouvraient par les étudiants de l'université de Yaoundé acceptent d'accompagner le président de la République afin d'éviter le bicéphalisme au niveau de la tête de l'État. Okay. Donc les étudiants de Yaoundé ont marché. Vous avez déclaré votre manifestation? Non, on est parti, ils nous ont bloqués vers le château. Nous avons forcé pour arriver au ministère au ministère de l'Éducation nationale, ministère de la Poste. Ils nous ont virés vers le lac. Mais quand vous étiez encadrés? Nous n'étions pas encadrés. Ils ont bloqué, quand nous montions, ils ont bloqué au niveau du château. Nous avons forcé, on est passé. Mais quand on arrivait... Il n'y a pas eu d'arrestation? Non, il n'y a pas eu. Quand on est arrivé devant le ministère, dans les ministère de Poste, ministère de l'enseignement, de l'éducation nationale, nous étions plus de 3000. Okay. Et ils se sont rendus compte qu'il est mieux de nous diriger. Et on nous a dirigés vers le lac. Nous avons dit, nous ne rentrons pas tant que nos leaders, qui étaient donc moi, Chia Zafor, il y avait certains, on nous a traîné à la présidence pour qu'on dise de quoi il était question. Et quand on expliquait, on nous a dit, bon, mais rentrez. Et nous sommes rentrés dans l'université. Okay. Ça, c'est très important pour montrer comment les étudiants
se sont transformés maintenant comme le porteur d'espoir d'un homme qui est arrivé. Et à partir de là, c'est derrière ça, nous allons donc faire le premier défilé. L'université n'a jamais défilé. Donc sous le président Ahidjo, on est défilé. Zéro. Le premier défilé a eu lieu donc après cette marche. Ok. Merci. Voilà, Dr Makantoni, le 4 novembre 1982, comment vous avez vécu ça? You know, I was still very young. Donc vos parents ont sûrement normally senti quelque chose à la maison actually que ça avait bougé. You see, it was a season, a period of a lot of fear, like you mentioned, because some people thought maybe it was a coup d'etat. Oui. I mean, till even present, some persons still believe that something happened, and that was a message that was passed to us, that maybe they have forced the president to make a declaration against his will, because everybody knew him as a man that had power in command. In fact, he was the man that controls the power of the country. So to see such a person come up at a particular moment and then just say, I am giving up, and then he gives a silly reason for my health. Nobody just wanted to take it like it is true. The issue also that people got fear actually reigned over that period till I think 1983 was the fact that he had to remain as the president of the party, and President Biya becomes the president of the nation, which is a kind of bicephalism. So you are creating two powers at the same time, because we had one, in fact, a unique party. There was just one party, and that party determines who becomes the president of the nation. Yeah. And so fear literally was all over the nation, irrespective of the fact that people were celebrating that, oh, a new man has come, but there was an issue. What I will tell you is, you know, if you follow the speech of Ahidjo, Cameroon, in relation to his declaration, was a progressive, prosperous nation. He was handing it over to a young man whom he believes is going to take it to heights, because he thinks due to his health, he can no more carry on with that kind of vision. And so a young man with a lot of anxiety will make it happen. But we are shocked that at the particular moment as we are talking, the 5 years plan, because he had a progressive strategic 5-year plan for development, was completely wiped away. And then the president declared a 20-year plan this time around. And we are shocked that the 5-year plan, beginning from 1972, was practically working, because he launched what we call the Green Revolution in 1972, which was progressively successful. I grew up and spent, I think, my teenage age with my grandma. She was an agriculturalist. I'm sure she's watching at me right now as I'm talking. She's still in the house. She had cows that used to work her farms. She had very large wheat farm. She had very large soya beans farm. How did she get all that? It was the president that gave them, I mean, that's Ahidjo, that educated them and gave them those things. And so Green Revolution was actually prospering Cameroon, if you notice very well. And so Cameroon, before in 1982, was a prosperous nation in everything. Okay. I say in everything. Okay, we are in 29 years after that declaration and handing over. We saw hope. You just heard how our other man just said there was hope. Hope everywhere. People believe that. I remember when he came to Bamenda in 1985, the streets were jam-packed. I was carried on the shoulders to see, because I was shot. They had to carry me here to see the man who was coming.
everybody was in the street. Yeah. So you can imagine what is happening right now. That Cameroonians are no more seeing their president. Don't forget this. Une minute, Marc Anthony. Yeah. Let me. Si le président arrive aujourd'hui à Bamenda, il n'y aura plus cette foule-là. No, it will never happen like that. Comment vous le savez? I'm telling you because people are disgruntled. People are disgruntled. I'm being sincere. You will never have that kind of crowd coming out like it happened in 1985. It was not something that people were convinced to come out. There's a difference when you convince people and you give them something. No, in 1985, he's coming to the Northwest. You didn't need to tell somebody to come out. People came out on their own because they saw hope. Okay. They believed in the man that had been brought to power. Okay. And look at it. We are talking this because I wanted to mention something. If you follow up statistically, you realize that during the days of Ahidjo, when he was doing constructions, he used to come there to make sure he validates the work. Okay. I remember historically in, I think it's 1984, that the government high school in Kambe was raised. I think that's one of the biggest schools around that area. When that institution was raised up, President Ahidjo went to Nkambe to make sure that he validates the work, and he arrived there. Okay. So you discover that he's an individual who wanted to construct his nation, and he fought corruption with every bit. In his time, you will hardly hear of corruption like it is today. He was not protecting corrupt individuals. Nobody that was corrupt will be protected. Okay. But it's unfortunate that today corrupt persons are even protected unless they want to dare further. Merci. So we have a problem. Merci, Marc So Anthony. we'll talk more about that. Voilà. Aaron Begeni, vous parliez de la régie. Vous étiez à l'époque, la régie était. Oui, je venais de commencer. J'allais au travail après avoir suivi le discours la veille. C'est le lendemain. Il y avait les bérets rouges partout. Il faut peut-être rappeler que c'était un jeudi aussi, hein? Oui. Le 4, Oui. puisque le 6 novembre c'était un samedi. Donc ça coïncide avec 2021. Ouais. Oui. Et il y avait la phobie qui planait partout. Les gens ne savaient pas qu'est-ce qui était arrivé. A-t-on forcé la main? Est-ce qu'il y a l'armée derrière? Pourquoi? Pour les Camerounais, le président Ahidjo était éternel? Disons qu'ils devait éternellement. ils étaient déjà accoutumés à sa voix grave quand il prononçait des discours. Ça caressait les cœurs, les esprits. Je vous dis, quand mon père, à l'heure du journal, même les pistaches dans son salon, vous ne pouvez plus casser. Quand le président Ahidjo parlait? Pas seulement lui, À l'heure du journal. nos parents étaient cultivés, même André Gromyko. À Washington, il avait sa radio, après ça, il passe là, aux heures des informations, pas de bruit dans son salon. Alors, ce que je remarque, ce que je peux dire, au-delà de ça, même si on pourrait comprendre, certains ont dit, le président le fait parce que il semble que le président Mitterrand, qui venait d'accéder au pouvoir, alors avocat, devait venir défendre un Camerounais, je ne sais plus si c'était Léa Beleyinga ou les Mongobeti, je ne sais plus qui, était traduit ici au tribunal. Il n'a pas pu entrer au Cameroun, il est resté à l'aéroport et il est rentré. Alors quand il est au pouvoir, il aurait dit, il n'y a pas de collaboration avec lui. Sans doute, ce qui a provoqué un certain choc, de sorte que, ne pouvant pas le dire, il aurait dit, il sent qu'il est bien malade, il ne peut plus. Mais néanmoins, saisissons la balle au bon. Le président de la République, au moment où l'actuel, on lui passe le pouvoir, il a 20 ans d'expérience.
Et le président Amadou Ahidjo a 58 ans. La théorie de rendement décroissant voudrait que, normalement, cela se passa. Et le jeune qui a déjà roulé la bosse, si effectivement il n'était pas seulement un bouffeur de dossiers, un chargé d'études, mais un bon chargé d'études n'est pas forcément un manager, un pilote. Et le pilote... Donc vous voulez nous faire comprendre que le président Ahidjo s'est trompé? Je veux dire que non seulement il ne s'est pas trompé, mais l'apparence de l'homme l'avait trompé. Pensait que avec lui, pas avec Aïssi Mbodo, ça ne pouvait pas passer, que lui n'est plus là, il continue à donner des ordres, et Samuel à Eboa piloter. Il sait que Samuel Eboa l'avait fait arriver dans un lycée quand il dit « Je veux voir tes parents » au fils. Amadou Ahidjo nous a-t-on raconté. C'est quelqu'un d'autre qui est venu. Il a dit « Non, je veux voir vos parents ». Il semble qu'Ahidjo lui-même était parti. Il pose la question de quoi ça retourne. Il dit « Mais non, que votre fils vous explique, il ne vient pas à l'école. Il ne suit pas les cours. Et j'ai voulu que vous le sachiez. » Il semble que ça fait un déclic. Dans la tête, il dit, c'est un Camerounais sérieux, avec qui je peux composer. Il a récompensé aussi un policier comme ça, nous dit-on, qui avait contrôlé sa voiture alors qu'il roulait. Je ne vous dis pas ce qu'on m'a dit quand ce qu'il avait fait à Tcham. Hein? Comme il savait, il était d'abord philatéliste, après opérateur radio. Il y a à certaines heures, à l'époque, la situation de trésorerie de toute la République devait tomber. Et il fallait qu'il soit au courant. Mais il s'avère qu'il paraît que le receveur de poste de Tcham n'arrivait pas à communiquer. Il s'est arrangé à faire le voyage, il est arrivé là-bas. Il arrive tôt le matin, le receveur n'est pas encore arrivé. Et quand il arrive, c'est quand le président lui pose la question qu'il sent que ça c'est le président, avec sa voix grave, etc. Avant 2 jours plus tard, il était relevé. Bref, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Peut-être l'apparence de l'actuel. Moi je dis, dans ses études, il aurait été impressionné par l'enseignement de Physiocrate. Laisser la nature résoudre les problèmes. Quand les problèmes naissent, on se dit, si vous êtes fâché, avec le temps, la colère baissera et les choses... Ils ont les silences présidentiels. Voilà. Donc, ça, c'est des histoires. Le temps, c'est l'argent, et le temps ne nous attend pas. Il faut résoudre les problèmes. La preuve, nous avons tardé à dire il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et voilà, quand on veut reconnaître qu'il y a problème, on veut résoudre un problème qu'on ne reconnaît pas. Comment pouvez-vous trouver des solutions à un problème qui n'existe pas? C'est pourquoi les choses continuent comme elles continuent. Ce que je veux dire, c'était un bon bouffeur de dossiers, un bon traiteur de dossiers. En management, ça demande quelqu'un. Comment pouvez-vous m'expliquer que quelqu'un décrit l'inertie, mais on replonge dans l'inertie? Oui, il a demandé les preuves. On a démontré les preuves. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il y ait... Vous appelez le contrôle supérieur de l'État un contrôle externe. Il n'est pas externe parce qu'il fait partie du gouvernement. Le contrôle externe n'appartient pas à la structure. C'est pourquoi le seul contrôle externe qui peut valoir, c'est la Cour des comptes, qui est détachée. Dès qu'il est nommé, ses membres, si c'est le mandat 5 ans, ils sont indépendants, totalement indépendants. Pendant leur mandat. Mais vis-à-vis de celui qui les a nommés. Oui, c'est ce que dit. Vous parlez du Cameroun? Partout, d'ailleurs. Non. Du Cameroun? Non. C'est faisable? Nous disons ceci. Les textes prévoient, on leur a recommandé aux directives de la CEMAC, déjà qu'il faut que le Cameroun, comme une entreprise des États, fasse les bilans. Et qu'on apprécie la gestion d'un an sur un bilan. Ça ne se fait pas. On a dit de passer de chambre de compte au Cour des comptes. Okay. Ce n'est pas chez nous. Mais je dis, ceux qui ont chanté, c'est sa nature.
Mais avec cette nature, on donne à ce genre d'homme qu'on a observé les dossiers. Il fait les études, il réfléchit. Merci. Mais comme manager, c'est difficile que ça marche. La preuve, vous voyez. Merci. Vous voyez Voilà, Christian Mansouma, vous avez parlé de beaucoup d'espoir à partir du 4 novembre. Et à quel moment les Camerounais ont commencé à se sentir désillusionnés? Je pense que... le déclic est venu de quoi? Je pense qu'après le congrès de Bamenda de 85, qui a consacré la création du RDPC parce que le président avait besoin de son appareil politique pour pouvoir gouverner, et après les conséquences liées à la tentative de coup d'État du 16 avril 84, il y a eu ce cordon sécuritaire autour du président de la République qui a commencé véritablement à s'éloigner des préoccupations des populations et à être extrêmement méfiant, même vis-à-vis de certains de ses collaborateurs. Je pense que la suite de l'histoire nous a prouvé que, effectivement, le président n'avait pratiquement plus confiance en personne. Et autre chose. Bon, mais, regardant la situation elle-même, je pense en 85 ou en 84, quand pour le libéralisme communautaire sort, nous regardons, il y a des concepts de développement autocentré, il y a un certain nombre de mécanismes. Il a parlé tout à l'heure des plans quinquennaux, le commissariat agro-pastoral. Il y avait beaucoup de facteurs qui permettaient de jauger la vitalité de la vie publique et même la vitalité de la vision économique du président de la République. Lorsque vous faites le bilan aujourd'hui, l'ensemble de ces instruments de développement a disparu. Alors, quand vous êtes dans une situation où, en 90, dans le contexte de la perestroïka, du discours de la boule, de l'ouverture et de la démocratisation, les caciques du RDPC sortent en masse pour dire que nous ne voulons pas du multipartisme et de la démocratie. Alors que leur président avait demandé expressement de s'ouvrir et de s'attendre à la démocratie. Voilà, et de se préparer. Et vous voyez tous ces symboles, on n'a pas vu le président de la République reprendre la main et dire à ses collaborateurs et à toutes ces personnes qui se constituaient autour de lui comme étant des négatifs. Non, ce n'est pas le terme que je voulais utiliser exactement. Comme étant des arrivistes et des opportunistes en quête de gâteau ou de leur part de gâteau, le président a plutôt consolidé son clan politique. Et il ne s'est pas comporté comme le président du Cameroun et de la nation et de l'ensemble des Camerounais. Vous avez dit tantôt qu'il n'avait plus confiance en personne. N'empêche qu'il était président de la République et qu'il devait assumer les missions régaliennes du président de la République. Et un président, quand il exerce le pouvoir, il exerce pour son peuple et au bénéfice de son peuple, pas d'un clan ou pas d'un parti. Et regardez ce contexte de 90 où on nous a plus ou moins forcé la main. Ils se sont radicalement opposés à la conférence nationale souveraine. Ils nous ont offert la tripartite, mais qui était une version assez biaisée et assez rétrograde de la conférence nationale, avec des effets qui étaient extrêmement limités dans le temps. Nous l'avons d'ailleurs vu parce que c'est pendant la tripartite de 91 que les recommandations mettent sur pied le projet de décentralisation. Mais on a attendu 96, 5 ans après. Et après avoir lancé même un projet de réforme constitutionnelle, un large débat où on a consulté. Bref, nous sommes en permanence dans une forme d'entourloupe politique. Et le président ne semble pas véritablement détenir les leviers qui nous permettent de comprendre qu'il est à même de pouvoir nous conduire vers une destinée prospère. Quand vous regardez la seule situation, je pense que M. Chouachivé l'a dit tout à l'heure, parce qu'il semble se gargariser de ce fait, la différence entre Ahidjo et entre le président Ahidjo et le président Biya, c'est que sous le président Ahidjo, vous avez l'économie qui marche, vous avez les Camerounais qui mangent à leur faim, qui envoient leurs enfants à l'école, mais qui n'ont pas de liberté. Parce qu'on est dans un régime d'exception avec des lois d'exception. Mais sous M. Biya qui arrive et qui dit que nous allons vous donner des libertés, et en plus de la prospérité économique, pour que vous puissiez vous arrimer sur le train de sur le train de la modernité, on a vu que non seulement les libertés ont été totalement confisquées, et aujourd'hui,
Dieu seul sait où est-ce que nous en sommes, où on peut t'arrêter dans la rue ou même chez toi et t'accuser d'insurrection, de terrorisme et de te traduire au tribunal militaire. Mais les Camerounais n'ont plus à manger ni à boire, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Ils n'ont rien, c'est-à-dire ils n'ont pas l'accès aux services de base qui peuvent garantir le minimum syndical pour un citoyen dans le cadre d'un pays. Donc voilà le pays, malheureusement, où nous sommes, qui est un pays de la désespérance. La corruption a été tellement galopante et a gangréné l'ensemble de notre société. Il a cité un exemple tout à l'heure. Je vais citer un exemple qui était beaucoup plus fort pour vous montrer combien le président gouvernait et dirigeait véritablement ce pays, le président Aïdjo. Le ministre Onana, je crois, ministre des Finances, envoie 2 de ses collaborateurs en mission en France. Et ces 2 messieurs partent avec 1 million de francs en sus de leurs frais de mission et autre chose. C'est pendant le journal de 13 heures que le président appelle son collaborateur pour lui dire que si le million n'est pas rentré dans les caisses du trésor avant la fin de la journée, et voilà en fait les signes qui montraient qu'on ne pouvait pas vivre dans un pays où des agents de l'État allaient avoir un train de vie ostentatoire tout en n'étant pas des créateurs de richesse. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays où ceux qui créent, ceux qui sont des entrepreneurs, ceux qui se battent au quotidien, sont heurtés à la machine administrative qui, elle, affiche une bombance et une arrogance qui ne peut pas permettre à notre pays de sortir de la situation dans laquelle il est résolument plongé aujourd'hui. Donc, notre pays va très mal, M. Serge Alain Autou. Et nous ne pouvons pas chercher des responsables ailleurs. Okay. Le responsable, c'est le président de la République qui était garant de la stabilité de notre pays, qui est fractionné aujourd'hui entre le nord-ouest, le nord, l'est et autre chose. Et les Camerounais qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Merci, on va prendre juste d'abord la réaction du docteur Foutu. Nous venons parler de 39 ans de M. Biya. Nous n'avons même pas planté le décor. Non, cet espoir naît Dieu. Nous sommes le 4 novembre. Nous sommes d'abord sur la journée du 4. Non, je pense que l'espoir y est. Oui, je pense que vous avez vu là où Massouma n'est plus. Massouma est déjà dans les années 2008. 2000, donc, c'est pour vous dire. Non, c'est sous le règne. Non, pour dire quoi? Si nous voulons faire une analyse, pour que les Camerounais nous suivent, il faut mettre des périodes. Et je me réjouis de ce qu'il a dit. Je ne reviens plus dessus parce que l'après 1983, avec le problème, lui-même a dit il fallait qu'il mette autour de lui une ceinture de sécurité. Et il a oublié de dire quelque chose avant d'arriver en 90, c'est que en 87, nous avons le premier choc. Ça, c'est très important. Et je voudrais que je ne suis pas là pour peindre. Il faut que les Camerounais nous comprennent. Même si c'était vous, quand vous sortez d'un coup d'État raté, et que subitement, 2 ans après, vous entrez dans le redressement qui nécessite le FMI, les paramètres économiques ne peuvent être que faussés. Et ensuite, nous avons une population laborieuse, je partage. Parce que le niveau de vie est très élevé. Mais par contre, avec le choc où nous entrons au redressement du FMI, la population, par contre, et c'est là où je l'attendais, la population est crescendo. Et c'est pour ça donc qu'à partir de 90, lorsque ceux qui ne voulaient pas qu'il y ait des libertés, les libertés sont directement données, et que nous parlons du multipartisme au Cameroun, la population est toujours crescendo. De telle sorte que de 87 jusqu'en 92, plus maintenant l'année de Braise, 94, le Cameroun a traversé beaucoup des étapes. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, en tant que un acteur politique du RDPC, et ayant vu le président, l'homme de la rigueur arriver, je pense qu'on peut essayer de voir qu'est-ce qui a été dégagé de positif pour consolider, voir ce qui n'est pas aujourd'hui, ce qui est négatif, afin de corriger. Je peux dire, dans le cadre de ce que je viens de dire, que les libertés dans le cadre communicationnel, c'est devenu une réalité. Nous sommes à Equinox Télévision, plus Equinox Télévision avec la nouvelle expression. En 82, il n'y a qu'une seule, la radio et le journal de l'État.
Donc nous voici en train de faire le débat. Massoma, il y avait la Gazette quand même. Non, on dit ce qui était. Franchement, c'est du sérieux. Et Massoma est en train de dire Monsieur Biya, au lieu de dire Président Biya. Cette liberté, il a. Si vous ne pouvez pas dire ça d'Amadou Ahidjo, l'étude de BMM était là, vous étiez parti. Donc, et regardez, si on reste sur ce cliché, on prend le cliché de l'éducation qui est le socle du développement. Oui, on va continuer après le journal. C'est promis. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Saint-Galant, bonsoir aux invités. Ce soir, vous écouterez à nouveau ce discours de démission du président Amadou Ahidjo le 4 novembre 1982, 39 ans après cette date historique et décisive dans l'alternance politique au Cameroun. Quel était le message du président Amadou Ahidjo? Dans quel contexte a-t-il décidé de démissionner? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir une affaire de mœurs qui secoue la localité de Melon dans le département du Mungo, là où des enfants accusent leur propre père d'avoir abusé sexuellement d'elle durant de nombreux mois. Comment en est-on arrivé là? C'est une enquête à suivre dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir comment des populations se sont levées contre une opération de bornage de près de 40 hectares dans un village dans le département de la Menoire. Elles ont été surprises par une telle opération et s'insurgent contre l'attitude des autorités locales qui mènent une telle opération sans les avoir associées à une telle initiative. Elles soupçonnent une volonté d'expropriation sans respecter les processus en vigueur au Cameroun. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jacques. Voilà, développement de tous ces titres, c'est tout à l'heure dans le 20h de Cédric Nouffelé. On se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief.